Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cet entretien. Nous sommes avec son Excellence Vladimir Titorenko, ambassadeur de la Fédération de Russie en République centrafricaine. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour, Monsieur Bachir. Pour moi, c'est un grand honneur de votre visite dans ce pays pour rencontrer avec moi et bienvenue à la résidence de Russie. Merci à vous infiniment. Alors, on vous a annoncé dans certains journaux comme étant rappelé à Moscou et curieusement, on vous retrouve en RCA. Comment vous expliquez ça? Que je suis maintenant à... Oui, il y a quelques jours, on lisait dans la presse, dans une certaine presse en tout cas, que vous avez été rappelé. Oui, non, c'est pas vrai. C'était le fake qui est distribué. Les sources, ce sont les deux sources. Je pense que le premier fake a été publié par Africa Intelligence, que, comme je sais, c'est un institut ou centre de recherche situé aux États-Unis. Et à les médias, il était publié par une autre source médiatique qui nous appelons les sources de fake ou fake news. C'est Corbe News, qui est en fait interdit dans ce pays. Je pense que leur siège est situé au Canada. Je ne sais pas pourquoi ils ont publié cette fake, parce que mon visite à Nairobi, c'était une visite privée pour faire quelques examens médicaux pour quelques jours. Et les deux sources que j'ai mentionnées, ils sont spécialisés dans les publications ou les articles ou les publications qui n'ont rien à faire avec la vérité. Ce n'est pas la première fois, en particulier avec Corbe News. Nous savons très bien qui sont derrière financement et soutien idéologique et politique de cette source. Il y a beaucoup de financements qui viennent de l'opposition contre M. Touadéra, qui n'aime pas la présence russe dans la République centrafricaine et qui sont liés avec quelques forces extérieures qui aussi ne veulent pas voir la présence russe dans ce pays ou dans les autres pays africains. Et ils publient les fakes ou falsifications ou de nouvelles non vérifiées, je pense, presque chaque semaine. Chaque semaine, pour moi, ce n'est pas une surprise. Ils sont mentionnés juste le nombre de vols qui n'étaient pas secrets, parce que quand je fais le départ pour la Russie, par exemple, pour le congé, pour la consultation politique, ou il y a une visite privée, comme cette fois c'était à Nairobi, nous, comme l'ambassade, devrons distribuer la note verbale au ministère des Affaires étrangères, ainsi que parmi tous les ambassades et missions diplomatiques onusiennes. En tout cas, c'est la démarche normale en tout cas. Pour informer que l'ambassadeur est absent, que pendant les périodes de son absence, ce sera un chargé d'affaires responsable pour les affaires des ambassades. Et cette note verbale a été distribuée un jour avant le fake news. C'est-à-dire, ce voyage à Nairobi n'est pas un secret. C'est très facile de trouver le nombre de vols parce que ce n'est pas secret. En tout cas, le numéro de vol a été mentionné dans ces articles-là, ce qui rendait un tout petit peu crédible peut-être ce qu'il disait. Merci en tout cas, vous êtes là et c'est le plus important. Alors, la Russie et la RCA, il y a une franche collaboration qui est en train de se faire, un fort déploiement d'ailleurs des Russes dans le cadre de la sécurisation de ce pays qui est en proie au conflit depuis plusieurs années. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots des accords militaires qu'il y a entre Moscou et Bangui? Vous savez, on peut dire que ce niveau actif de développement des relations parmi notre deux pays commençait dans l'an de
2017, quand le président Touadéra, pendant... c'était, je pense, oui, c'était en octobre, il a visité la Russie par son demande pour discuter la possibilité de restaurer les relations économiques qui existaient sous le règne du président Bokassa, mais qui ont été rompues par le nouveau président qui a rompu les relations diplomatiques entre nos deux pays sur le prétexte que nous n'avons pas compris. Mais ils ont été restaurés en 1990. Mais en fait, à cause des problèmes qui existaient ici, à cause de conflits politiques qui étaient ici, à cause de contradictions, la présence ici était seulement diplomatique, ou plutôt politique, diplomatique, sans développement de relations intensives de coopération économique. C'est aussi le temps qui était difficile pour mon pays après la chute de l'Union soviétique. C'était la période transitoire, mais avec la croissance de la capacité de notre économie, avec la politique proclamée par mon président de revenir en Afrique, la République centrafricaine a été très bien acceptée et la visite de M. Touadéra à Sochi a un grand succès. Mais il a demandé pas juste la coopération économique, mais à cause de la situation créée en 2013-2014, après cette rébellion et après le chute du régime légitime, il a expliqué que son pays a besoin de l'aide militaire, de l'aide, pas juste la révélation des armes, mais ainsi que dans la restructuration et formation de l'armée nationale. Parce que M. Bozizé, qui était l'ancien président de ce pays, a fait la fuite à l'étranger. Il a laissé le pays absolument détruit de tous les points de vue économiques, les structures de l'État, et les forces armées, les gendarmeries, la police. C'est-à-dire que c'était le pays sans le gouvernement et le président légitime, sans les structures de gouvernance. C'était absolument difficile de restaurer l'ordre, ni par l'ONU, ni par l'opération Sangaris qui a eu lieu. Tout était en faillite. C'est pourquoi il a décidé de demander de la Russie de lui aider. Son appel a été bien compris en Russie. Et après cette visite à Sochi, il a fait une autre visite après 6 mois. Je pense que c'était pendant le forum économique à Saint-Pétersbourg. Et il était reçu par mon président, M. Poutine, qui lui a expliqué que nous sommes prêts de donner toute l'aide nécessaire dans le domaine économique, dans le domaine militaire, sécurité, ainsi que, si c'est nécessaire, après la restauration de paix et la réconciliation nationale, pour renouveler les liens économiques, parce que dans la situation d'absence de sécurité pendant les conflits, c'était difficile de commencer quelque chose de sérieux dans le domaine économique. Et la Russie a informé le Conseil de sécurité de l'ONU que nous allons livrer la première tranche des armes pour ce pays, ainsi que nous avons informé d'envoyer ici 165 instructeurs russes pour la base militaire du ministère de la Défense nationale de ce pays, pour commencer la formation d'absolument nouveaux bataillons de ce pays. Et pendant cette période, pendant mon séjour ici, la Russie a formé presque 16 bataillons qui ont devenu le corps de nouvelles forces armées de FACA, ainsi que la Russie a continué de livrer des armements légers. Parce que, comme vous savez, le Conseil de sécurité de l'ONU
pendant l'absence des autorités légitimes ici, pour éviter la pénétration de contrebande des armements, on introduit le régime de sanctions et embargo sur les armements. Mais au même moment, les rebelles, ils étaient lourdement armés quand même. Oui, mais maintenant, la situation a totalement changé. C'est pourquoi la Russie a toujours demandé de faire le régime de l'embargo plus léger ou finir avec le régime de l'embargo. Une levée complète de l'embargo, si possible? C'est possible. Le premier pas était que toutes les livraisons des armements légers, maintenant, après notre proposition au Conseil de sécurité, maintenant sont livrées par le régime de la notification. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le besoin de recevoir la preuve du Conseil de sécurité, du comité de sanctions. C'est juste qu'il faut notifier que c'est livraison des armements qui sont totalement dans le cadre des armements qui sont permis officiellement pour livrer ici. Et tout ceci est bien encadré? Oui, oui. Nous ne sommes pas contre, par exemple, l'examen quand l'avion russe arrive ici. L'inspecteur de l'ONU, de MINUSCA, on peut faire l'examen et comprendre que vérifier que tous les armements qui sont livrés ici sont absolument légaux. Moi, comme ambassadeur, j'ai toujours appelé le chef de MINUSCA pour lui expliquer que cet avion il doit livrer les armements selon la procédure de la notification. Nous avons déjà livré 3 tranches des armements légers et de munitions nécessaires. La dernière, c'était il y a deux semaines. Ces 2 semaines, c'était la 3e tranche, le plus grande, parce que après le rebelle et l'attaque de bandits de groupes armés, l'armée de ce pays a besoin de renouveler les armements. Tout a été fait ici avec la notification du Conseil de sécurité. Mais avant ce qui s'est passé, la Russie a demandé au Conseil de sécurité de faire la livraison des autres armements qui sont nécessaires aussi pour le FACA. Parce qu'avec les armements légers, ce n'est pas suffisant de garantir la sécurité et garantir l'opération normale pour l'armée. Et la Russie a proposé, c'était 2020, de lever l'embargo sur la livraison de blindés. Après les consultations avec notre partenaire au Conseil de sécurité, en particulier la France, la Russie a achevé une résolution qui était très importante. C'était aussi l'arrêt de l'embargo contre la livraison de blindés. Et dans quelques mois, la Russie, par 2 tranches, a aussi livré ici 20 machines blindées BRD-M2 qui sont nécessaires pour les forces armées. Et nous pensons que maintenant, c'est la période, en particulier après les rebelles, pour continuer ce processus. Le but final, c'est la levée totale de l'embargo de ce pays. Pour cette période, parce que nous comprenons qu'il n'y a pas tous les membres du Conseil de sécurité qui sont d'accord avec la levée totale de l'embargo. Il faut travailler comme ça. Il faut faire le régime de l'embargo beaucoup plus léger et pour permettre livraison des armements qui sont beaucoup plus lourds, parce que nous savons que les bandits et l'opposition qui ont organisé cette rebelle de CPC reçoivent les armements de pays voisins qui sont en fait la contrebande des armements. Et dans quelques cas, nous avons trouvé que leur armement est beaucoup plus lourd, beaucoup plus moderne, beaucoup plus sophistiqué que la Russie a livré pour les forces armées. Mais ces pays voisins, Excellence, ils ne fabriquent pas des armes. À ce que nous sachions, les pays africains n'ont peut-être pas cette expertise. Alors, du coup, la question serait, mais d'où viennent donc ces armes qui retombent finalement entre les mains des rebelles? Oui, c'est ça. Malheureusement, vous savez que dans cette région, en général, la situation
peut être nommée comme la situation de stabilité. Et le gouvernement de quelques pays voisins ne peut pas contrôler totalement leur territoire. Ils ont leurs rebelles, le groupe de rebelles au nord, au sud, à l'ouest, à l'est. Et c'est pourquoi peut-être il ne peut pas garantir le contrôle sur les zones frontalières avec la République centrafricaine. Mais nous avons toujours demandé des experts de l'ONU de trouver les sources de financement de ces rebelles, le financement de qui sont les pays qui vendent les armements pour les contrebandistes, ainsi que les routes et les moyens de contrebande de ces armements ici pour le groupe armé, pour CPC et pour les autres bandits. Mais les enquêtes, on a l'impression que ça n'avance pas. L'enquête jamais a eu lieu. À chaque fois, ce groupe des experts arrive ici, il fait la vérification en ce qui concerne les armes des forces armées, de gendarmerie, de police, mais jamais on visitait le groupe armé, le CPC, d'examiner où il reçoit cette contrebande. Mais une enquête qui a pourtant avancé, c'est celle qui accuse les instructeurs russes de commettre des violations. Comment vous comprenez ce paradoxe? Alors, on demande une enquête pour déterminer les sources de financement et des armements des rebelles. Ça ne se fait pas, mais plutôt on parle quand même d'enquête indépendante qui vient aujourd'hui incriminer les instructeurs russes. En ce qui concerne cette fake, parce que pour aujourd'hui, on peut dire que c'est fake la falsification. Malheureusement, un groupe des experts indépendants, c'est un peu étrange parce que l'ONU ne peut pas choisir les experts indépendants pour faire une investigation sans permission des autorités légitimes de ce pays. J'ai discuté ce sujet avec Monsieur le Président Touadéra ainsi qu'avec Madame la Ministre de la Défense et des autres responsables, où je posais la question, est-ce qu'ils ont donné les permissions de l'entrée de visa pour le groupe des experts indépendants? Il m'a expliqué non, jamais. Est-ce qu'ils ont donné, peut-être pour les représentants des autres organismes onusiens, d'organiser cette investigation sur le territoire de pays souverains? Il m'a expliqué très clairement non. C'est-à-dire, ce qui a été fait comme l'investigation, c'était quelque chose qu'on peut dire que ce n'est pas légitime. Parce que comment on peut organiser une investigation sans recevoir la preuve de gouvernement légitime? Il y a une autre question. Si cette investigation a été dirigée contre les instructeurs russes, c'est aussi peut poser une question. Pourquoi c'était contre les instructeurs russes, pas contre les autres militaires qui sont présents ici, c'est-à-dire les militaires étrangers, parce que la Russie est le membre permanent du Conseil de sécurité. C'est presque impossible d'expliquer comment quelques groupes des experts de l'ONU, indépendants ou non indépendants, peut organiser l'investigation contre le membre permanent du Conseil de sécurité sans informer mon gouvernement. Ça posait beaucoup de questions. La troisième chose, qui peut-être est plus importante et plus substitutionnelle, c'est le résultat de cette, comme s'appelle, l'investigation. Les 2 adjoints de chef de MINUSCA ont visité Monsieur le Président et ils ont donné pour lui ce n'est pas le rapport, c'était une liste de crimes de violence commis selon eux par les instructeurs russes. Mais Monsieur le Président m'a expliqué qu'il n'y a pas ni le nom, ni les copies de passeport ou de carte d'identité, ni les photos de leur face, ni le nom, ni les preuves par vidéo ou pour photo, qui les personnes qui, selon ce document, je ne sais pas, mais ce n'est pas document. En fait, il n'y a aucune pièce à conviction. C'est juste 119
cas de violence commis par quelqu'un, mais par qui? Ici, il dit, par exemple, que c'était commis par les instructeurs russes. OK, donnez pour moi, comme ambassadeur russe, la photo de cette personne, son nom, photo, etc. Et nous allons organiser notre investigation. Ici, cette personne est responsable pour la violence, les autres choses qu'on peut qualifier comme un crime. C'est très facile d'organiser notre investigation avec le commandant des instructeurs ici, et cette personne va à l'immédiat être punie. Mais ça n'a pas été fait. Mais à qui profite justement cette cabale contre la Russie? Je pense que toute cette allégation contre la Russie ont été organisées à cause de grands succès des forces armées de Centrafrique avec l'appui des instructeurs russes et les militaires rwandais qui sont, avant cette investigation, ont déjà libéré presque 70% de le territoire du pays. Ce qui n'était jamais été fait ni par les forces de garde de paix, ni par les autres forces étrangères qui ont organisé les opérations dans l'année précédente. Peut-être c'était la jalousie, peut-être c'était une tentative de détruire la réputation de la Russie, mais j'ai toujours dit que si vous allez condamner quelqu'un dans quelque chose, il faut donner les preuves. Le président de ce pays a créé la commission spéciale avec le représentant du ministère de Justice, le procureur général de différents ministères de la police, de gendarmerie. Ils ont établi que tous les 119 faits, rien à faire, ni avec les soldats de FACA, ni avec les instructeurs russes. C'est-à-dire que c'était juste un papier basé sur les mots oraux de personnes qui ne sont pas établis, parce que chaque personne, j'ai vu par vidéo, on était posé la question, est-ce que tu as été la victime de violences de soldats de FACA ou de Russes? Il dit non, mais j'ai vu quelques interviews très intéressantes où quelques citoyens de ce pays ont dit qu'ils ont été payés par les journalistes étrangers qui n'ont pas parlé la langue russe, mais qu'ils ont donné une chose pour écrire. De dire tout simplement ce qui est écrit. Ce qui est écrit, ils ont proposé beaucoup d'argent pour prononcer les faits falsifiés. La chose que je ne peux pas comprendre, que pourquoi les responsables ont fait les choses comme ça. Parce que avant, j'ai reçu une lettre d'une structure onusienne aussi, où il s'agissait que les soldats de FACA et les instructeurs russes ont occupé 10 écoles dans quelques préfectures de ce pays. À l'immédiat, j'ai visité le président et je lui ai posé la question, est-ce que vous pouvez donner le fait parce que je dois informer Moscou? Si nos instructeurs, avec votre soldat, occupent les écoles, ce n'est pas normal, il faut prendre les mesures. Il a à l'immédiat organisé la conversation avec tous les responsables, avec le préfet de cette région, et nous avons reçu la réponse. Ce n'a pas été ni les soldats de FACA, ni les instructeurs russes, c'était les membres de CPC et les bandits de quelques groupes armés qui sont occupés ces 10 écoles pour quelques périodes. Mais c'était les soldats de FACA, avec l'appui des instructeurs russes, qui sont libérés cette école. Peut-être ils sont dans l'école pour quelques heures pendant les opérations de libération. Mais ils sont à l'immédiat quittés les écoles et 2 jours après, dans cette école, toutes les leçons ont été renouvelées et une fonction dans le régime normal. Vous pouvez, j'appelle cette chose comme la technologie de naissance de fake. Alors, on va essayer de poursuivre. Et je vais poser une question qui revient très souvent auprès de certains Africains et même de quelques-uns de nos téléspectateurs.
Alors ils nous disent bien qu'il soit apprécié, certains analystes de la sous-région Afrique centrale s'interrogent sur la coopération russo-centrafricaine, leur principale préoccupation, et je cite, « Les Russes sont-ils en train de devenir les nouveaux maîtres de la Centrafrique après la France ?» Je peux dire que ce n'est pas vrai. Vous savez qu'ici, on peut dire que maintenant, nous avons, après la signature des accords de Khartoum, l'accord politique pour la réconciliation nationale, nous avons un groupe on s'appelle les partenaires de ce pays, c'est-à-dire les pays et organismes régionaux et internationaux qui vont aider ce pays de rétablir la paix, après quoi commencer le processus de restauration de l'économie de ce pays. Parmi ce pays, il y a la Russie, la Chine, les États-Unis, la France, l'Union africaine, l'Union européenne, le Banque mondiale et la communauté économique des pays centrafricains. Et nous avons des réunions presque chaque semaine et nous discutons comment on peut aider ce pays. Et cette coordination était très bien, c'est-à-dire nous tous sommes les partenaires. Et je peux vous confirmer qu'il n'y a pas de concurrence parmi, par exemple, les sociétés russes ou les sociétés françaises. Notre présence pour aujourd'hui, et notre présence économique est très limitée à cause de conflits. Il n'y a pas le domaine où on peut faire la concurrence. Notre société est intéressée dans quelques domaines, la France est intéressée dans d'autres domaines. C'est pourquoi cette concurrence n'existe pas. Si la France veut, nous pouvons organiser la coopération tripartite. Par exemple, un projet d'investissement avec la participation de partenaires centrafricains, la société russe et la société française, ce qui est la chose normale dans le business international. Et nous pratiquons tel projet en Russie, dans beaucoup de domaines, dans la production de gaz, avec la Total. Nous avons le même projet à l'étranger. Pourquoi ne pas coopérer? Et nous toujours informons notre partenaire de qui sont les résultats de notre négociation avec ce pays en ce qui concerne le domaine économique pour éviter la concurrence potentielle. Est-ce que cela ne va pas créer une sorte de suspicion? Je m'explique. Vous savez, vous êtes tous les deux États, vous êtes membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce que ce ne serait pas comme une sorte de deal entre la Russie et la France, loin des caméras bien sûr, pour endormir les Centrafricains et mieux continuer de partager les ressources? Non, c'est la question que vous avez posée est très intéressante. Je peux dire qu'il n'y a pas de divergence entre nos deux pays en ce qui concerne le but final. C'est-à-dire le fond de conflit ici, la stabilisation de la région, parce que ni la Russie, ni la France, ni les autres pays sont intéressés dans la continuation des conflits, parce qu'ils influencent beaucoup et très négative sur la situation générale dans cette région, les régions de Centrafrique, les régions de l'Afrique tropicale, on peut dire, c'est-à-dire cette région dont il y a presque 12 pays. Et tous nous sommes intéressés dans la stabilité parce que s'il n'y a pas la stabilité, il y a la guerre, il faut dépenser beaucoup de ressources des opérations de paix de l'ONU, parce que par exemple, le MINUSCA, nous dépensons chaque année, nous dépensons $1 milliard. On peut le dépenser pour le développement économique de ce pays. C'est beaucoup mieux que de dépenser pour le contingent militaire. La même chose au Mali, la même chose dans les autres pays africains. C'est-à-dire ce sera beaucoup plus mieux de dépenser ces argents internationaux pour le développement économique et pour stabiliser les situations. Une autre chose qui est très importante, et dans ce domaine nous travaillons depuis longtemps, c'est le domaine de la lutte contre le terrorisme. Parce qu'ici, mais ce n'est pas en Centrafrique, mais dans quelques pays comme Mali, il y a beaucoup de présence de groupes terroristes, salafistes, qui sont liés avec l'État islamique, Al-Qaïda et les autres, qui fait la déstabilisation.
C'est pourquoi je pense qu'il faut travailler ensemble. En ce qui concerne ce pays, il y a juste, je pense, pour moi, c'est mon analyse personnelle, pas comme ambassadeur, mais comme citoyen. Je suis le degré académique de docteur de sciences politiques. Je peux dire que pour aujourd'hui, il y a des différences dans l'approche juste pour deux choses. L'un, c'est en ce qui concerne l'embargo. La Russie et la Chine, au Conseil de sécurité, nous sommes pour enlever l'embargo et toutes les sanctions. Parce que ce n'est pas l'embargo seulement sur les armes, mais c'est aussi contre, par exemple, les exportations de diamants, qui doit devenir une source très importante pour le budget. Et il y a les divergences, parce que notre partenaire, les autres partenaires occidentaux, ne veulent pas enlever l'embargo. C'est très bien connu pour le monde, ils toujours votent contre le levée de l'embargo. Et l'autre chose, c'est l'approche en ce qui concerne le rôle peut-être de MINUSCA ici. Parce que vous savez qu'après le début de rebelles, avec 12 000 de soldats, c'était très facile de couper toutes les rébellions, de neutraliser tous les bandits qui été composés, je ne sais pas, peut-être 3500 personnes par les forces. C'est-à-dire la MINUSCA aurait pu, mais elle ne l'a pas fait. Mais ils toujours expliquent officiellement qu'ils ne peuvent pas participer dans le conflit entre le gouvernement et des rebelles. Pourtant, le pays est agressé quand même. C'est peut-être ici une autre zone de différence entre notre position, notre attitude et l'attitude de notre partenaire occidentaux. Parce que, comme je comprends, ce qui est inscrit dans le mandat de MINUSCA, c'est très bien écrit. La protection de populations civiles. Mais comment on peut protéger les populations civiles si les bandits de CPC et des groupes armés, pendant leur opération contre les forces du gouvernement, ont aussi détruit beaucoup de villages, ont tué, ont fait la violence, etc. Ils ont essayé d'entrer la ville de Bangui. Comment c'était possible d'arriver dans la ville de Bangui et essayer d'attaquer le Bangui si vous avez 12 000 de personnel de militaires avec les blindés, etc. Est-ce que vous comprenez dans ce cas l'appel de certains mouvements de la société civile centrafricaine qui demandaient tout simplement le départ des forces onusiennes pour non-résultat? Vous savez que le séjour de MINUSCA, c'est la question des relations du gouvernement centrafricain de MINUSCA. Nous sommes le participant de MINUSCA parce que nous avons 14 officiers qui servent au MINUSCA. Nous sommes prêts d'augmenter le nombre. Mais je peux comprendre, comme les personnes privées, leurs sentiments. Pourquoi, pour la Russie et pour le Rwanda, c'était nécessaire d'envoyer centaines d'instructeurs et de soldats pour aider les FACA de défendre leur pays, si nous avons déjà ici le nombre de soldats de soutenir le paix, et le nombre est 5 fois plus que le nombre de bandits. C'était la question qui existe dans l'air. Il faut donner l'explication. Aussi, la chose qui est très importante dans le mandat de MINUSCA, c'est bien inscrit par la résolution du Conseil de sécurité. C'est la défense des instituts républicains. Qu'est-ce que c'est l'institut républicain? C'est le président, le premier ministre, le gouvernement légitime. Et leur légitimité a été, avant le rebelle, était réétablie, réconfirmée par les élections présidentielles ainsi que les élections parlementaires. Parce que la Russie, la France, les États-Unis, l'Union africaine, l'ONU, la Chine, les autres pays africains, le SIAC, je ne sais pas, l'Organisation des Nations Unies, tous nous sont reconnus le résultat des élections qui étaient confirmés par le Cour constitutionnel.
C'est-à-dire c'était le rebelle armé contre les autorités légitimes. Et il fallait protéger les instituts républicains légitimes. Conformément à la résolution des Nations Unies. Oui, selon leur mandat adopté par la résolution des Nations Unies. Mais je reste votre question pour explication avec l'ONU. Mais notre position est claire. S'il y a la présence de forces qui doit soutenir le paix, il doit aussi intervenir dans le conflit si c'est une rébellion, parce que ce n'est pas la guerre civile, ce n'est pas la guerre ethnique, ce n'est pas le terrorisme, c'est juste que quelques forces ont décidé d'utiliser les moyens absolument illégitimes pour attaquer le gouvernement légitime. Ce n'est pas acceptable parce que c'est contre le char de l'ONU. Alors, grâce au soutien russe, plusieurs villes centrafricaines ont donc été libérées, récupérées des mains de ces rebelles qui dictaient leurs lois depuis plus de 8 ans. Jusqu'où Moscou peut aller dans cette dynamique? Je peux vous donner l'information qui est beaucoup plus optimiste que vous m'avez donnée. C'est déjà tous les villes ont déjà libéré. Avant-hier, c'était la déclaration officielle du Premier ministre. Pour aujourd'hui, toutes les villes ont déjà libéré. Naturellement, après ce conflit, ce n'est pas possible de contrôler tous les petits villages ou les forêts où il y a quelques groupes de 12-15 bandits qui ont fait le feed dans la forêt, qui peuvent continuer leur activité illégitime parce qu'ils sont les bandits. Mais pour aujourd'hui, toutes les villes sont libérées. Mais si nous allons quitter, par exemple, le pays pour aujourd'hui, ou les forces rwandaises vont quitter le pays, où il est garanti que ce groupe de bandits, on peut réorganiser avec le contrebande des armements, avec le contrebande de finances, et commencer une autre opération qui va poser les autres problèmes. Pour nous, le fin de conflit, c'est quand le gouvernement centrafricain va annoncer officiellement pour le monde. C'est tout, le conflit est fini, la guerre est finie. Maintenant, nous avons la paix parce que ça va donner la chance de renouveler le dialogue basé seulement sur les accords de Khartoum. C'est pourquoi, pour ce moment, pour garantir la stabilité, qu'il est très jaune, 3 jours, donnez-nous le temps juste pour garantir. Et je pense que c'était le vice-ministre des Affaires étrangères, le représentant spécial de mon président, qui a déclaré quelquefois que nous allons être ici jusqu'au le demande du gouvernement centrafricain qu'il faut partir de ce pays. Mais notre politique est très claire. Nous allons quitter ce pays à l'immédiat après le fin du conflit. C'est juste le groupe nécessaire qui est nécessaire pour la formation de cadres, parce que le processus continue. Et ce n'est pas encore achevé, parce que nous avons la stratégie, le nombre qui est désiré par le gouvernement centrafricain, nous pas encore arrivé à ce nombre de soldats, des officiers qui sont nécessaires pour l'armée, ainsi que le processus de livraison des armements. Mais je suis sûr que ce processus va prendre quelques mois, peut-être 2 mois, 3 mois. Personne n'a attendu que le résultat d'opérations militaires conjointes entre les forces alliées peut donner le résultat comme ça. En tout cas, ce n'est pas du tic au tac. Alors, nous acheminons pratiquement vers la fin de cet entretien. Après la sécurisation et l'éradication de la rébellion en Centrafrique, quelles seront les prochaines étapes de la coopération russo-centrafricaine? Est-ce qu'on peut s'attendre, pourquoi pas, à un forum économique entre la Russie et la Centrafrique? Oui, c'est déjà notre début et nous avons commencé ce processus avant le rebelle, avant les élections. C'est la chose que j'ai expliquée pour 2 personnes qui m'ont visité. Et ce n'est pas leur initiative, pas la mienne. C'est M. Bozizé et M. Dologuélé. Et j'ai expliqué que notre lien avec votre pays,
sont basés par avec la nature du régime ou des personnages qui sont les chefs d'État. Ils sont basés pour la volonté du peuple d'avoir les relations amicales. Si vous voulez, par exemple, je dis, si vous voulez, si vous êtes élu le président, le chef d'État, et vous voulez continuer les relations, nous allons continuer. C'est votre choix. Mais M. Delegulé m'a dit qu'ils vont, si je suis choisi comme le président, je vais continuer parce que je suis très contente de ce qui a déjà été fait dans le domaine économique. Et je lui ai rencontré plus que 2 heures, ce qui ont déjà achevé dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la coopération dans la formation des cadres, dans le domaine des projets industriels, dans le développement des investissements dans l'infrastructure. Il était très content. Mais, c'est-à-dire, le processus a commencé avant les élections, quand les 2 personnes ne sont pas inscrites comme les candidats pour la présidence. Ils sont visités juste comme les candidats potentiels. Mais pendant le conflit, cette rebelle, la Russie a continué. Après la réélection de M. Toadera comme le président, nous avons continué le processus de négociation. M. Kokbeli a visité la Russie 2 fois et nous avons arrivé à la signature de 3 mémorandums de coopération dans quelques domaines, dans le domaine de géologie, recherche géologique qui est très nécessaire. Nous sommes très proches de signer un autre mémorandum dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'énergie. Mais ce n'est pas facile d'inscrire le contrat parce que le mémorandum, c'est le cadre général de la coopération. Mais ce sont les sociétés de ce parti et de notre parti qui doivent signer le contrat avec toutes les choses techniques, financières, etc. Nous sommes en processus. Je suis sûr que dans le forum au Saint-Pétersbourg, entre 2 et 5 juin, la délégation de ce pays, dirigée par le chef de gouvernement et quelques ministres du groupe économique, va discuter tous les sujets avec le ministre russe, leur homologue, ainsi qu'avec les chefs de société russes qui veulent travailler ici. Après quoi, nous attendons le sommet la Russie-Afrique. C'est le 2e sommet qui doit être consacré pas pour le sujet politique, mais plutôt le sujet économique. On a une idée approximative de la date de... Non, ça doit être établi par les 2 parties, par la Russie ainsi que par les pays africains qui sont représentés par le président de l'Union africaine. C'est le pays, 50 pays africains qui doit décider. Mais nous sommes prêts de discuter toutes les dates qui sont convenientes pour les leaders africains. C'est possible 2022? C'est 2022, mais ce n'est pas encore clair si c'est au printemps ou en automne. Je pense que peut-être c'est au printemps. Et le lieu, ça pourrait être en Russie ou alors en territoire africain Nous sommes prêts de recevoir le chef d'État et gouvernement africain à notre pays, comme la Russie est prête d'envoyer notre délégation pour les pays africains qui est choisi par l'Union africaine comme le place de convaincre cette sommet. Maintenant, c'est leur choix. Ils sont majorité. La Russie, c'est un seul pays et nous avons 54 partenaires. Mais en tout cas, nous avons aussi le contact bilatéral. Il y a l'idée d'avoir ici un forum économique entre les ministres du groupe économique russe et centrafricain ainsi que le chef des entreprises publiques ou privées ici à Bangui. Nous juste attendons le temps qui doit garantir le succès pour ce forum. C'est-à-dire le travail continue. C'est une idée qui est grandie, bien sûr, toutes les 2 parties. Monsieur l'ambassadeur, au sortir de cet entretien, il faut noter que la Russie est accusée aussi de financer, de soutenir des médias, des influenceurs dans les réseaux sociaux pour faire
sa campagne. Comment vous expliquez ça? Je ne sais pas, malheureusement, je n'ai pas le budget pour financer l'activité de réseaux sociaux ou le travail pour les journalistes. Tout ce que nous faisons, c'est sur la base gratuite, comme vous avez déjà compris. C'est absolument interdit de financer les réseaux sociaux ou les autres médias pour organiser les fakes contre les autres pays, de faire la falsification. C'est interdit, il n'y a pas, ça n'est pas prévu par le budget, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas notre position. Pour nous, la meilleure chose, c'est rencontrer avec les journalistes, les représentants des médias et d'expliquer notre position. Pourquoi ça fait, je ne sais pas, mais comment la Russie, comme l'État, utilise cette méthode? Ce n'est pas la méthode qui est pratiquée par la Russie. La Russie, c'est l'État qui est respectable, qui est le membre permanent de l'ONU. Et nous n'avons pas en Russie les organisations non gouvernementales qui sont financées par le gouvernement pour faire le travail comme ça. En particulier, il y a beaucoup d'organisations non gouvernementales qui sont financées par quelques pays étrangers. Contre la Russie. Alors, un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs d'Afrique Média. Ils sont très nombreux. Nous sommes une chaîne panafricaine, comme vous le connaissez, suivie un peu partout dans le monde. Quel message vous voulez passer à tous ces Africains et ces autres citoyens du monde et qui nous suivent en ce moment? Merci beaucoup, M. Bachir, pour cette opportunité. Je voudrais faire un petit message disant que pour nous, l'Afrique, c'est le partenaire historique. Pour nous, tous les Africains, nous sommes les amis, nous sommes les frères. Et nous allons contribuer, comme le pays, dans notre politique extérieure pour aider tous les pays africains de garantir leur stabilité, leur sécurité, de soutenir leur indépendance par tous les moyens, politiques, militaires et économiques. Et notre but, c'est développer les relations, coopération gagnant-gagnant en faveur des peuples russes et africains. Et son présence ici, en Afrique, c'est la présence pour l'intérêt le peuple africain et le peuple russe. Il n'y a pas les autres buts secrets ou confidentiels. Notre politique est absolument ouverte. Je peux dire que c'est la politique qui est absolument transparente. Merci à vous, Monsieur l'ambassadeur. Merci. Mesdames, Messieurs, vous l'avez suivi, c'était donc l'entretien avec son Excellence Vladimir Titorenko, ambassadeur de la Fédération de Russie ici en République centrafricaine. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Afrique Média, la télévision panafricaine.